Est-ce qu'on peut avoir... Bonjour à tous. Avant de démarrer, on va attendre une minute ou deux pour que les autres participants inscrits nous rejoignent. Donc, merci de patienter quelques instants. Je vais encore attendre quelques secondes et puis après, on va démarrer. OK. Bah, écoutez, je propose qu'on commence. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous pour assister à ce webinaire sur les dernières élections européennes et l'enquête Eurobaromètre post-électorale réalisée par Verian pour le Parlement européen. À ce sujet, je tiens à signaler que les opinions qui vont être présentées au cours de ce webinaire sont celles des experts et pas celles du Parlement européen forcément. Donc ça, c'est une précision qu'il était nécessaire de faire. Je m'appelle Julien Zalc, je suis en charge de l'Eurobaromètre au sein de Verian et je co-dirige également le Centre Verian sur le futur de l'Europe. Si on peut mettre la présentation à l'écran, elle y est? Alors, comment je fais pour la voir, moi? Afficher la galerie. Non? OK. Bon. Avant de commencer, quelques mots rapides sur le déroulement de ce webinaire. Tout d'abord, il est enregistré et cet enregistrement vous sera envoyé ultérieurement, dans le cas où vous n'auriez pas pu suivre l'intégralité des échanges, ou même si vous souhaitez faire suivre le contenu à vos contacts. Par ailleurs, nous avons réservé un moment à la fin des présentations pour les questions que vous souhaiteriez poser. Et pour cela, je vous demande donc d'utiliser la fonction questions et réponses avec le petit point d'interrogation dans le bas de votre écran. Et les questions que vous écrirez seront donc vues par les présentateurs. Quelques mots rapides d'abord sur le Centre Verian sur le futur de l'Europe. Donc, c'est une équipe de chercheurs européens possédant une grande expertise en matière de sondage d'opinion publique et politique, avec une dominante marquée sur les enquêtes internationales, les enquêtes multi-pays, notamment les pays de l'Union européenne, et donc tout naturellement avec un gros focus sur l'Eurobaromètre. C'est en quelque sorte un petit think tank au sein de Verian. Si le Centre Verian a souhaité organiser ce webinaire aujourd'hui, plusieurs mois après les élections européennes, qui se sont terminées le 9 juin, c'est pour deux raisons principales. Tout d'abord, parce que le processus des hearings, c'est-à-dire les auditions des différents candidats au poste de commissaire européen, 27 au total, dont celui de la présidente de la Commission européenne, Madame von der Leyen, viennent de se terminer. Or, ces auditions mettent en quelque sorte un point final aux dernières élections européennes. D'abord, parce que les commissaires désignés seront évalués, c'est le principe même de ces auditions, par les membres du Parlement européen nouvellement élus au sein des commissions parlementaires. Mais également parce que la nouvelle commission devra obtenir l'approbation du nouveau Parlement élu lors d'un vote en plénière avant d'entrer en fonction.
c'est une étape importante qui n'est pas une formalité. Pourquoi? Parce qu'il est arrivé dans le passé, et vous avez à l'écran plusieurs exemples et plusieurs cas de figure, où on a pu voir des candidats se faire retoquer par le Parlement européen après leurs auditions, comme Sylvie Goulard ou Rocco Buttiglione. La deuxième raison pour laquelle ce webinaire est organisé aujourd'hui, c'est bien évidemment ce qui s'est passé outre-Atlantique au début novembre et l'élection de Donald Trump. Évidemment, nous sommes tous conscients que cette élection change la donne au niveau européen et va avoir un impact important sur la vie et le fonctionnement de l'Union européenne. Or, à l'issue des élections européennes, le nouveau Parlement élu pourrait être, et on le verra dans les présentations qui vont venir, moins stable qu'auparavant. Et il est important d'avoir des majorités fortes au sein du Parlement européen pour voter les lois et faire avancer l'Union. Mais nous verrons donc que les résultats des dernières élections semblent indiquer qu'il sera peut-être parfois difficile d'atteindre des majorités. Dans ce contexte, qu'est-ce qu'une Europe instable peut donner avec un président américain pour le moins imprévisible? C'est une des questions qu'on doit se poser aujourd'hui au moment de démarrer cette nouvelle législature. Lors de ce webinaire, Nicolas Bécuve, qui est en charge des enquêtes politiques et électorales au sein de Verian, va revenir sur les principaux résultats des dernières élections européennes, en s'appuyant également sur les résultats de l'enquête post-électorale réalisée pour le Parlement européen. Alors que Nicolas nous donnera une vision très pan-européenne de ces résultats, il donnera ensuite la parole à Eddy Vautrin-Dumaine, qui est le représentant de la France au sein du Centre Verian sur le futur de l'Europe. Et Eddy, lui, nous fera un focus très détaillé sur les résultats de la France. Je passe donc la parole à Nicolas. Merci Julien. Je vais donc maintenant aborder la perspective européenne de ces élections. Tout d'abord, les enjeux. Les élections européennes ont été marquées par deux enjeux principaux, l'inflation, la situation économique d'un côté, et la situation internationale. Ces enjeux ont été les enjeux principaux des électeurs européens qui se sont rendus aux urnes. Donc c'est déjà intéressant, comme l'a dit Julien, de rappeler aussi le contexte avec les élections américaines, où l'inflation a aussi été un enjeu majeur. Et ce qui est intéressant aussi de noter, c'est la persistance de ces enjeux. Depuis 2022 et le début de la guerre en Ukraine, l'inflation et la situation nationale ont dominé l'opinion publique européenne et ont eu un impact très fort. Et aussi de souligner l'importance d'un enjeu pan-européen, international, comme troisième enjeu de ces élections européennes, qui a pesé très fort. Et on voit aussi sur cette slide la différence avec les enjeux qui avaient dominé en 2019. Le changement climatique, la promotion des droits de l'homme étaient des enjeux très importants. On se souvient qu'en 2019, le contexte était différent, contexte de Brexit, mais aussi contexte des marches pour le climat, qui avait aussi après donné lieu au Green Deal européen. Donc, on voit bien un changement, on voit que l'enjeu du changement climatique a été moins fort cette fois-ci, et on voit que les enjeux ont été essentiellement marqués par l'inflation et la situation internationale. Néanmoins, on voit qu'il y a une complexité, évidemment, au niveau européen, même si dans la plupart des pays, la hausse des prix, l'inflation et la situation économique ont été le premier enjeu, et notamment en France, où c'était l'enjeu pour plus de la moitié des électeurs. On voit que les enjeux liés à la défense et à la situation internationale ont été très forts dans des pays plus proches géographiquement de la Russie et de l'Ukraine. Notamment, la défense était le premier enjeu en Lituanie et en Lettonie, et un défi très fort pour l'Union européenne actuellement. La situation internationale a pesé très fortement. Euh, avec la Finlande, en Finlande et en Estonie. Et aussi, on revient sur le changement climatique qui a été l'enjeu principal en Suède, en Danemark, aux Pays-Bas et même à Malte. Donc on voit des enjeux très différents qui donnent une image un peu plus contrastée de l'importance de ces enjeux. Si on passe à la slide suivante, on voit qu'on a une participation dont la progression historique de 2019 est confirmée. Donc une participation en légère hausse par rapport à 2019, mais il faut souligner que les élections européennes avaient connu une baisse constante de la participation depuis ses débuts. Et en 2019, il y a eu un rebond historique de plus de 8 points qui a été confirmé à cette élection.
ça montre la vivacité de la démocratie européenne, aussi liée aux enjeux importants, des enjeux qui dépassent le cadre national, et aussi l'importance donnée à l'échelon européen par les citoyens, par les citoyens. On peut se poser la question si ces élections sont toujours une élection de second ordre. Euh, on le voit, la participation tend à augmenter. Dans certains pays comme l'Allemagne ou même la France, elle se rapproche des taux de participation enregistrés aux élections nationales. Dans d'autres pays, c'est moins le cas. On a l'exemple de l'Espagne ici. Les contextes sont souvent différents. Mais d'une manière générale, les taux de participation, même s'ils sont assez différents, ils se rapprochent. Donc on a une participation plus forte aux élections européennes que par le passé, avec des enjeux aussi qui mélangent des enjeux nationaux, mais aussi des enjeux, comme on l'a vu, européens. Et on voit aussi cela dans l'évolution des motivations du vote. Près de la moitié des électeurs européens disent s'être mobilisés parce qu'ils votent systématiquement. Donc on voit que les élections européennes deviennent aussi une habitude pour les citoyens européens, et donc on peut moins parler d'élections de second ordre. On a vu néanmoins un recul du vote des jeunes, euh, moins 6 points par rapport à 2019. En 2019, on avait eu une montée très très forte du vote des jeunes, notamment liée aux enjeux de la campagne. Cette fois-ci, on peut se poser la question du fait que le changement climatique et l'environnement est moins posé dans la campagne et moins été on a moins été central comme thème. Ça a moins mobilisé les jeunes. Donc une baisse de 6 points. On peut aussi regarder les motifs de l'abstention. On voit que les jeunes s'abstiennent de voter aux élections, essentiellement parce qu'ils ne sont pas intéressés par la politique. 28% des jeunes abstentionnistes, donc par rapport 8 points de plus que la moyenne européenne, et aussi parce qu'ils étaient trop occupés. 16%, des items assez importants pour les jeunes, qui montrent possiblement un désintérêt pour la politique, et aussi devraient faire réfléchir aux moyens d'impliquer les jeunes dans la politique, notamment par d'autres méthodes telles que les panels délibératifs et les assemblées citoyennes. Au regard des résultats des élections européennes, donc on voit sur cette slide le Parlement sortant avant les élections et le Parlement suite à la session constitutive de juillet 2024. Donc on voit que le Parti populaire européen demeure le groupe central au sein de ce Parlement européen. On voit aussi qu'il y a une diminution des partis, des groupes du centre, tels que Renew Europe ou les Verts, et une augmentation, une forte hausse des partis situés à la droite du Parti populaire européen, de ces groupes conservateurs, les patriotes, et aussi le nouveau groupe, l'Europe des nations souveraines. Donc on voit que le Parti populaire conserve sa place centrale, mais que le balancier penche plus à droite. Donc là, on se focalise sur les résultats de la France à ces élections européennes. Ce qui est intéressant et important de noter, c'est que les Républicains, qui font partie du Parti populaire européen, ont obtenu seulement 6 sièges aux élections européennes. Ce qui classe la France, quand on voit au sein du PPE, au sein du Parti populaire européen, comme le pays avec la 9e, une des présences les plus faibles comparée aux autres. Donc la 9e position en termes de présence. Donc la France risque évidemment de moins peser au sein du Parti populaire européen, qui est pourtant le parti central, le groupe central au Parlement européen. En revanche, les scores importants, notamment du Rassemblement national, qui est le parti dominant du Parti des Patriotes pour l'Europe, va énormément peser dans le groupe des Patriotes pour l'Europe, plus à droite, ou sinon aussi Renaissance va encore peser très fortement au sein de Renew Europe, mais on voit que Renew Europe aussi a baissé. Donc on voit que la place de la France risque diminuer au sein de ce nouveau Parlement européen du fait de la place minoritaire des républicains au sein du PPE. Quand on voit les évolutions des différents groupes, on l'a dit précédemment, donc une baisse des partis centristes tels que les Verts et l'Union Europe et une augmentation assez sensible des partis situés à droite du Parti populaire européen. Donc une augmentation de plus 35 sièges pour le groupe Les Patriotes pour l'Europe, anciennement en Identité et démocratie, et l'émergence d'un nouveau groupe suite à une scission, enfin une exclusion d'un des partis de l'identité démocratie avant les élections à l'AfD en Allemagne, l'émergence de ce nouveau groupe. Donc on voit que même si les partis centristes
ont toujours ensemble peuvent toujours ensemble former des majorités au Parlement européen. On voit aussi la possibilité de former des majorités à droite du Parti populaire européen. Et donc, le Parlement européen, qui fonctionnait traditionnellement sur des majorités de compromis entre partis centristes, pourrait également voir naître de nouvelles majorités plus à droite qui rendraient le Parlement plus difficile à, à fonctionner. Si on fait un focus sur les groupes conservateurs ou sceptiques, on voit qu'ils sont en position de force. Il y a une augmentation, ils étaient à 118 sièges, ils passent à 187 sièges ensemble. Donc ce chiffre important les met dans une position de force et leur rend une capacité de peser sur le Parlement européen et de voter des textes, notamment potentiellement avec le Parti populaire européen. Néanmoins, quand on regarde les caractéristiques de ces groupes, on voit aussi que ce sont des groupes assez différents, notamment par exemple sur la position sur l'Ukraine. On voit que les conservateurs réformistes européens sont pour le soutien à l'Ukraine, alors que ce n'est pas le cas des patriotes pour l'Europe ou de l'Europe des nations souveraines. On voit aussi dans leur composition, les conservateurs européens, les principaux partis au sein de ce groupe sont le Fratelli d'Italia de Giorgia Meloni en Italie et le PiS polonais. Ce n'est pas un nouveau groupe. Les Patriotes pour l'Europe, eux, sont dominés par le Rassemblement national qui a obtenu 30 sièges, comme on l'a vu, mais aussi la présence du Fidesz, du parti de Viktor Orban, qui a 11 sièges et qui fait partie des partis importants de ce groupe. L'Europe des nations souveraines est un nouveau groupe. On l'a dit, le parti numéro 1 est l'AfD, le parti d'extrême droite allemand, avec 14 sièges. Et on se souvient qu'avant les élections européennes, il y avait eu une exclusion de l'AfD, du groupe d'identité et démocratie, pour des propos de son leader. Et cette exclusion a fait éclore ce groupe. On voit que ce groupe a 25 sièges. Et les règles pour obtenir un groupe au sein du Parlement européen sont qu'il faut un minimum de 23 sièges. Donc on voit aussi une certaine fragilité. Donc même s'il y a une position de force des groupes conservateurs ou sceptiques, on voit aussi qu'ils sont morcelés et qu'il y a aussi des zones de fragilité. Donc le propos, c'est que la période est toujours en cours. Les résultats de ces élections européennes sont très importants car ils définissent, qu'ils définissent la formation de l'exécutif européen. En juillet, le 16 juillet 2024, il y a eu la réélection de Roberta Metsola du PPE, à nouveau, à la présidence du Parlement européen. S'en est suivi la réélection d'Ursula von der Leyen à la présidence aussi PPE, à la présidence de la Commission européenne. Et il y a 10 jours, comme l'a dit Julien, il y a eu lieu les auditions des commissaires. Et on a vu qu'il y a eu des débats houleux sur la nomination de certains commissaires. À cette occasion, il y a aussi un débat houleux sur la loi de la restauration de la nature qui avait été entérinée à la présidence législature et qui est maintenant en danger. Donc on voit, alors que hier, il y a eu une confirmation des groupes politiques que la commission devrait être votée, on voit qu'il y a des risques de tension dus à la plus forte division et politisation du Parlement européen. Donc on peut se poser la question de la stabilité de l'exécutif européen pour gouverner dans ces temps instables. Donc maintenant, je vais passer la parole à Eddy, qui va revenir sur la perspective française de ces élections européennes. Merci Nicolas, bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, quelques mots par rapport du point de vue français par rapport à cette élection. Nicolas posait tout à l'heure la question de savoir si les élections européennes étaient devenues des élections de premier ordre. Le premier élément de réponse qu'on peut apporter, c'est que oui, elles le sont devenues au niveau européen, mais aussi au niveau français, en termes de comportement électoraux et donc en termes de participation. Mais ce que l'on voit aussi, c'est qu'aujourd'hui, ces élections européennes, elles sont devenues fondamentales, capitales, lorsqu'on s'intéresse justement aux enjeux qu'elles soulèvent et aux enjeux du moment notamment. Premier enseignement et sans doute premier élément de contexte qui est extrêmement important à avoir en tête dès lors qu'on s'intéresse au point de vue et à ce qui s'est passé en France à l'issue de ce scrutin européen, c'est que contrairement à ce qu'on peut entendre dans un certain nombre de commentaires qui parlent d'un éloignement entre les Français et l'Europe, aujourd'hui, une majorité de Français et une majorité d'Européens, 64% des Français et 72% des Européens considèrent que les actions de l'Union européenne ont un impact sur leur quotidien. Ce qui montre finalement que s'il peut y avoir un éloignement institutionnel, il ne fait absolument aucun doute sur le fait que la politique européenne est ancrée dans leur réalité et dans le quotidien
des citoyens, qu'ils soient en France ou plus largement au sein de l'Union européenne. Deuxième élément qui est aussi extrêmement intéressant à observer et qui rend ces élections européennes et leurs résultats extrêmement intéressants, c'est le fait qu'aujourd'hui, les Français, tout comme les Européens d'ailleurs, sont majoritairement favorables à un renforcement du rôle du Parlement européen. Vous avez aujourd'hui une majorité relative de Français et d'Européens, d'ailleurs dans les mêmes proportions, 43% des Européens et 42% des Français, qui considèrent que le rôle du Parlement européen devrait être plus important pour les années à venir, ce qui, encore une fois, vient finalement contredire l'idée selon laquelle les Français seraient pour moins d'Europe ou seraient favorables à davantage de politique nationale. Ce qu'ils nous disent, en revanche, c'est que finalement, cette volonté de davantage d'Europe et d'un Parlement européen qui aurait plus de poids, elle doit être conditionnée finalement à une condition démocratique, car n'oublions pas aujourd'hui que le Parlement européen est la seule institution qui est élue directement par les citoyens européens et français. Donc, ce que ça veut dire concrètement, donc il y a un besoin d'Europe, il y a une volonté d'Europe à condition qu'un critère démocratique et qu'une condition démocratique lui soit liée. C'est important de faire ce constat-là, parce que malgré cette volonté d'Europe et cette attente à l'égard d'un Parlement européen qui aurait plus de pouvoir, le regard des Français à l'égard des institutions, et pas du projet européen, mais bien à l'égard des institutions européennes, ce regard-là, il est extrêmement dégradé aujourd'hui en termes d'image, mais aussi en termes de fonctionnement démocratique. Ce que l'on constate à travers les différentes enquêtes, et notamment à travers l'enquête que Verian a réalisée suite aux élections européennes, c'est que la France est, avec la Tchéquie, le pays qui a la moins bonne image de l'Union européenne. 36% seulement des Français ont une bonne image de l'Union européenne. C'est 12 points de moins que la moyenne européenne, qui est à 48%. Et la France se singularise et est bien seule lorsqu'on regarde les résultats des autres pays fondateurs au sein de l'Union européenne. Donc il y a vraiment un problème d'image et une image extrêmement dégradée à l'égard des institutions européennes en France. Et puis, deuxième élément qui fait aussi écho à cette attente démocratique des Français, lorsqu'on demande aux Français s'ils sont satisfaits ou pas à l'égard du fonctionnement de la démocratie au sein de l'UE, on a une majorité de Français, un Français sur deux, qui se dit pas satisfait du fonctionnement de la démocratie au sein de l'UE. Et puis, ce qui est aussi intéressant de constater, c'est que cette image dégradée, ce rapport dégradé de la confiance à l'Union européenne, on le constate de manière dynamique, alors même que la France est dirigée depuis 2017 par un président de la République qui a fait de l'enjeu européen, de la question européenne, son ADN politique. Et ce que l'on constate, c'est qu'en 2017, lorsqu'on regardait, et donc là, ce sont des chiffres qui sont issus d'une autre enquête et pas du post-électoral, mais d'une autre enquête que l'on réalise pour le compte de la Commission européenne. Lorsqu'on regardait en 2017 l'opinion des Français et des Européens sur l'image de l'Union européenne, ce que l'on constatait, c'est qu'ils étaient alignés. Concrètement, vous aviez autant de Français que d'Européens qui avaient une bonne image de l'UE, et pareil sur ceux qui avaient une mauvaise image. Vous aviez 40% des Français qui avaient une bonne image de l'UE et environ 20% des Français comme des Européens qui en avaient une plus mauvaise. Et en fait, ce que l'on constate, c'est que l'écart s'est accru, qu'il y a une différence de dynamique dans le rapport et dans l'opinion à l'égard des institutions européennes, avec des Européens qui, en moyenne, ont vu progresser, ou plutôt ont eu une image un peu plus positive de l'Union européenne. On est passé de 40 à 44% en termes de bonne image, alors qu'à l'inverse, on a constaté une dégradation de l'image aux yeux des Français, encore une fois, alors que la France était dirigée par un président qui, sans doute, était le président le plus pro-européen de son histoire. Vous aviez 40% des Français qui en avaient une bonne image en 2017, 33% en 2024, soit une baisse de 7 points avec un différentiel aujourd'hui de 10 à 11 points entre les Français et les Européens. Donc on a une dynamique qui est finalement contradictoire avec l'ADN politique aujourd'hui du président de la République. Deux éléments aussi s'agissant du scrutin sont intéressants à constater lorsqu'on regarde les résultats de manière un peu plus poussée pour la France.
c'est d'abord le constat d'une dynamique de participation qui est différenciée entre les plus jeunes et les plus seniors. Et puis, l'importance aussi du vote sanction. C'était déjà le cas avant, et ce qu'on constate, c'est que c'est encore le cas aujourd'hui et que ça l'est davantage que lors du dernier scrutin européen. Sur la dynamique différenciée de la participation, ce que l'on constate, et Nicolas l'évoquait tout à l'heure, si vous voulez, on a une dynamique pardon, qui se poursuit et une dynamique qui se stoppe. La dynamique qui se poursuit, c'est celle des seniors, des 55 ans et plus, avec une hausse constante de leur taux de participation aux élections européennes depuis 2014. En 2014, vous aviez 57% des Français âgés de 55 ans et plus qui allaient voter aux élections européennes. En 2024, c'est 65%. À l'inverse, cette dynamique, elle est stoppée. Nicolas disait qu'il y avait une augmentation très nette de la participation des jeunes, notamment portée par les enjeux environnementaux lors du précédent scrutin. Ce que l'on constate, c'est que cette dynamique-là, qui avait été très forte en France comme au niveau européen entre 2014 et 2019, a été stoppée. Et même, on constate aujourd'hui, lors du dernier scrutin, un léger recul de la participation auprès des plus jeunes. Et finalement, aujourd'hui, ce qui est intéressant de constater, c'est qu'on a en France des seniors qui sont dans une dynamique de participation positive et en ascension, avec aujourd'hui des seniors français qui votent davantage que la moyenne des seniors européens, et à l'inverse, des jeunes français qui semblent avoir arrêté cette dynamique positive de participation, avec aujourd'hui des jeunes français qui votent moins que la moyenne des jeunes européens. Et puis, deuxième élément aussi sur le scrutin qui est intéressant de constater, c'est l'importance du vote sanction qui est de plus en plus mobilisé dans les motivations du vote. Aujourd'hui, la France est avec la Grèce et l'Autriche le pays qui invoque le plus, qui mobilise le plus le fait de vouloir sanctionner le gouvernement national dans les motivations du vote. Ce qui est important de constater, c'est d'abord, et ce qui est important de préciser plutôt, c'est d'abord de vraiment circonscrire ce vote sanction au caractère national. Il y a d'autres items dans les eurobaromètres et dans les enquêtes post-électorales qui sont liés à la politique européenne, aux actions européennes, à la Commission européenne, etc., etc. Et en fait, ce que l'on constate, c'est que le vote sanction en France, il ne concerne que le gouvernement national et pas du tout les autres dimensions européennes. Et puis, deuxième élément aussi qui est intéressant de constater, c'est que ce vote sanction, il était déjà fort en 2019, il s'est renforcé par rapport à 2019, aujourd'hui avec plus une progression de 8 points par rapport à ce que l'on observait en 2019. 11% seulement des Français, entre guillemets, évoquaient le vote sanction en 2019. Aujourd'hui, c'est 17%, et vous le voyez, plus de 6 points par rapport à la moyenne des pays européens. Et puis enfin, sur des enjeux plus politiques, sur les motivations du vote, quels sont les arguments qui ont poussé les Français qui sont allés voter à voter pour telle ou telle liste aux élections européennes. Ce que l'on constate, c'est que les motivations du vote, lorsqu'on les regarde, elles sont à la fois singulières sur un certain nombre de sujets pour la France, et elles sont aussi, si vous voulez, symptomatiques de la recomposition politique qui concerne l'Union européenne, Nicolas le disait tout à l'heure, mais aussi, bien entendu, la France. Ce que l'on constate sur les motivations du vote, c'est que finalement la France, elle est en ligne avec les autres pays européens sur la question de la hausse des prix, du coût de la vie, la situation économique, avec en France, comme pour l'ensemble des citoyens européens, une attention très très importante à l'égard de ces déterminants-là du vote. Néanmoins, ce qui est quand même important de constater, c'est que ces déterminants-là du vote-là, ils sont plus importants en France, ils sont davantage cités en France que dans l'ensemble des pays européens. Donc ce sont des arguments qui sont valables en France, mais qui le sont sans doute encore davantage. Vous le voyez, ce sont les chiffres en rouge. 52% des Français, donc une majorité, comme le disait Nicolas, des Français, citent la hausse des prix et le coût de la vie comme motivation du vote aux élections européennes. C'est 10 points de plus que la moyenne européenne. Et pareil sur la situation économique, c'est 45 versus 41. La différence est moindre, mais elle est importante notamment sur la situation économique. Et puis, il y a un sujet, en revanche, où il y a une réelle singularité française parmi les pays européens, c'est le sujet de l'insécurité. La France est le pays aujourd'hui qui cite le plus l'insécurité comme motivation, comme déterminant du vote, loin devant l'Autriche, 10 points derrière, qui cite aussi beaucoup l'insécurité. Vous le voyez, l'écart avec la moyenne des pays européens est extrêmement important, de 20 points. Et sur la question de l'insécurité, il y a une vraie singularité française. Et puis,
Ce qui est intéressant aussi de constater justement sur le sujet de l'insécurité, c'est que ce sujet-là de l'insécurité, finalement, il est assez parlant, il est assez illustratif de la recomposition politique, mais aussi de la fragmentation politique en cours. Et ce que l'on constate aujourd'hui, c'est que le RN a réussi, avec la France insoumise, à capitaliser sur les attentes des Français et autour de la question de la hausse des prix et du coût de la vie. Vous le voyez, cette question de la hausse des prix et du coût de la vie, ce sont les déterminants du vote principaux des électeurs RN et des électeurs de la France insoumise. C'est bien entendu lié à leur sociologie électorale, qui est plus populaire que les électorats de Renaissance et du PS. Mais ce que ça montre, c'est que ces deux partis ont réussi finalement à tirer profit de ce sujet de préoccupation-là. Ce que ça montre aussi, c'est le clivage extrêmement important qu'il y a sur l'insécurité. Vous le voyez lorsque vous regardez, en fonction des électorats, les déterminants du vote, le sujet de l'insécurité est le premier sujet qui est cité par les électeurs RN, et l'écart avec les autres électorats est absolument énorme, ce qui montre sur le sujet de l'insécurité une réelle ligne de clivage entre les électorats. Et puis, ce qui est intéressant aussi de constater, c'est finalement, alors notamment qu'en France, la question de la recomposition d'un bloc central faisant un lien entre la gauche et une partie de la droite et du centre est posée, c'est finalement un certain nombre de sujets sur lesquels un consensus entre les électeurs Renaissance et PS est possible, en tout cas s'observe lorsqu'on regarde les déterminants du vote, et c'est le cas notamment sur la question de la situation internationale, qui est un des enjeux clés aujourd'hui des sujets européens, où vous voyez que finalement, les électeurs Renaissance et PS Place Publique sont assez alignés sur la question de la situation internationale et sur la question de la démocratie et de l'état de droit. Et puis enfin, et ça fait écho aussi à ce que disait Nicolas tout à l'heure et sur l'importance des enjeux environnementaux qui avaient marqué les précédents scrutins européens et notamment celui en 2019. Et ce que l'on constate aujourd'hui, c'est que l'insécurité est finalement est très marquant, très clivant à droite, et à l'inverse, la question environnementale est-elle très clivante et marque une ligne de fracture très nette entre la gauche et la droite. Et sur cette dimension environnementale aujourd'hui, et en tout cas dans les motivations du vote, on remarque encore une persistance du clivage gauche-droite avec des électeurs PS, Place Publique et des électeurs insoumis qui placent très haut les enjeux environnementaux. D'ailleurs, c'est le premier déterminant du vote pour les électeurs France Insoumise, avec la question du pouvoir d'achat et de la situation économique. Mais malgré tout, ça reste un sujet important. Et puis, c'est le deuxième pour les électeurs de Place Publique et du PS. Donc, on le voit, ces déterminants du vote-là, ils montrent à la fois les lignes de fracture très importantes en termes de positionnement politique, et puis ils sont aussi assez symptomatiques de la recomposition ou de la composition politique que l'on observe actuellement en France. Et puis pour terminer, et en guise de conclusion, euh, et qui montre aussi finalement toute la pertinence encore aujourd'hui de ces élections, de parler encore de ces élections européennes, c'est que finalement, alors qu'aujourd'hui, notamment en France, on parle du Mercosur, qui est devenu un sujet médiatique, politique et puis aujourd'hui social avec les mouvements sociaux qu'on est en train de voir naître en France, dans une Europe qui est en guerre, et alors que l'Europe incarne pour une majorité de Français et d'Européens un espace de stabilité, finalement, il y a trois enjeux qui sont devant l'Europe et que l'on voit assez bien à travers les enjeux du scrutin européen. C'est d'abord un enjeu démocratique, avec finalement un réel besoin de réaffirmation du caractère démocratique de l'UE et de ses institutions, pour finalement ne pas venir nourrir l'idée, ou plutôt la petite musique selon laquelle l'UE se ferait sans, voire même pire, contre les citoyens européens. Un enjeu, et c'est le deuxième, diplomatique, un enjeu de puissance, avec l'affirmation d'une puissance européenne finalement qui ne serait pas honteuse face aux défis du monde, face à la Russie, face à la Chine et face aux États-Unis aujourd'hui gouvernés par Donald Trump. Et puis enfin, le troisième et dernier enjeu qui se pose à l'Union européenne et que l'on voyait assez bien à travers les résultats du scrutin, c'est l'enjeu institutionnel, Nicolas l'évoquait, avec la capacité ou pas qu'aura l'Europe à paraître unie, avec un Parlement européen désuni, ou en tout cas plus désuni qu'avant, et des parlements nationaux qui sont eux aussi extrêmement polarisés et clivés. Merci beaucoup, Eddy. Comme je l'avais dit pour démarrer, euh, il y a maintenant un temps qui est réservé aux questions de l'audience. Et donc, je vais commencer par une question pour toi, Eddy, qui concerne notamment la France.
est-ce que tu penses que le mouvement des agriculteurs en France en ce moment, notamment contre l'accord du Mercosur, va accentuer la critique des Français à l'égard de l'Union européenne? Alors, la réponse est oui, sans doute, mais alors, la réponse est oui, sans doute, parce qu'en tout cas, ça va venir entretenir, ce que je disais en conclusion, le sentiment finalement que des intérêts économiques peuvent prévaloir sur les intérêts des consommateurs et des citoyens européens. Donc ça peut venir nourrir ce discours-là. Il faut néanmoins avoir en tête que ce n'est pas la première fois que ce genre de sujet est posé et que les Français ont déjà, et les Européens ont déjà eu ce genre d'expérience par rapport à d'autres sujets. Mais en tout cas, oui, ça peut faire partie des éléments qui peuvent nourrir le sentiment que l'Europe, elle est d'abord efficace dès lors qu'il s'agit de gérer des intérêts commerciaux versus des intérêts démocratiques et ou citoyens. Merci. Il y a une autre question qui serait peut-être plus pour toi, Nicolas. Mhm. Est-ce que la fin, est-ce que à l'issue de ces élections européennes, on constate donc davantage une détérioration du leadership du couple franco-allemand, avec peut-être une montée en puissance d'autres États comme la Pologne de Donald Tusk et l'Italie de Giorgia Meloni? Alors oui, ces élections, notamment les résultats des élections en France et aussi en Allemagne, ont affaibli les exécutifs. On l'a vu qu'en France, le président a dissous l'Assemblée et maintenant dans une situation de presque cohabitation. Donc il y a évidemment une influence moins forte de la France et en ce moment, avec les difficultés qu'il y a en Allemagne, au sein de l'Union européenne. Et donc le couple franco-allemand qui dominait l'Union européenne, rien ne se passait sans l'impulsion du couple franco-allemand, est remis en cause avec potentiellement une gouvernance de l'Union européenne qui prenne plus en compte certains autres pays, notamment on peut penser à la Pologne, effectivement, qui pourrait jouer un rôle plus important dans les décisions au niveau européen. Merci, Nico. Euh, Il y a une autre question qui est davantage une remarque qui concerne en fait les têtes pensantes de l'Union européenne aujourd'hui, puisque aujourd'hui les trois postes les plus importants sont occupés par des femmes. Euh, Ursula von der Leyen, Roberta Metsola et Madame Callas, qui est en quelque sorte la ministère des Affaires étrangères. Est-ce que c'est symptomatique d'un vrai changement au niveau européen et est-ce que ça reflète d'une certaine manière les changements sociétaux qu'on peut observer dans l'Europe en général? Alors, c'est plus une remarque qu'une question, mais à ce sujet-là, moi, personnellement, je trouve qu'en effet, c'est assez frappant et que c'est intéressant de constater que, d'une certaine manière, l'Europe est à la hauteur des changements sociétaux qu'on observe dans la société européenne en général. C'est peut-être moins le cas dans d'autres puissances mondiales. Tout à fait. Et on est à un moment de changement au niveau européen. Et effectivement, ce changement que tu mentionnes, Julien, euh, accompagne les changements de la société, mais on a aussi un changement plus en profondeur de la démocratie européenne qui est en train de se passer. Donc ça contribue à ce renouvellement et à ce changement qu'on est en train de voir, qu'on a vu dans les résultats de ces élections. Et on peut aussi penser au rôle important que pourrait jouer Giorgia Meloni au sein de l'Union européenne. Euh, et donc, ça souligne les changements que tu notes. Alors, autre question, est-ce qu'il y a d'autres pays qui se singularisent comme la France par rapport à ces élections, dans un sens ou dans un autre? Alors, vas-y, Eddy. Peut-être quelques éléments. Alors oui, il y a les singularités, elles s'observent pour chacun hein, des pays de l'UE. Mais si on veut un peu synthétiser tout ça, ce qu'on peut dire quand même malgré tout,
c'est qu'il y a des sujets qui émergent, qui ont émergé dans cette élection et qui ont émergé notamment à l'est de l'Europe. Nicolas en parlait tout à l'heure. La question de la situation internationale, elle est bien entendue, elle a émergé de manière très très forte dans les pays de l'Est, ce qui n'est pas du tout le cas en France ou dans les pays de l'Ouest d'une manière générale. Donc il y a un rapport au sujet relations internationales, situation internationale et conflit avec la Russie qui, de fait, singularise et coupe, si on veut schématiser de manière un peu grossière, l'Ouest et l'Est de l'Europe. Il y a des choses qu'on remarque, en revanche, pareil, de manière un peu uniforme, c'est finalement le recul des écologistes. Et ça, en Allemagne, ça avait notamment été l'un des éléments marquants des dernières élections européennes en 2019, c'était la poussée des écologistes et la poussée des écologistes notamment auprès des jeunes. Et ce que l'on constate pour le coup, cette fois-ci, c'est que cette baisse des votes écologistes et cette baisse des enjeux environnementaux, on la retrouve en France, mais aussi dans d'autres pays occidentaux. Donc il y a vraiment des points sur lesquels il y a des dynamiques communes et il y a des points sur lesquels les dynamiques sont beaucoup plus nationales et nationalisées. Alors, juste pour ajouter un mot sur ce point-là, Eddy, je rappelle aussi quand même que la question du changement climatique, c'est l'enjeu principal pour certains pays, notamment les pays nordiques, hein, dans lesquels on sait que c'est une question qui reste primordiale. Et en ce sens, les motivations du vote, elles sont alignées avec les priorités des citoyens des populations des différents États membres. Mais donc, d'une manière générale, oui, tout à fait, le changement climatique est moins un enjeu en 2024 qu'en 2019 dans la campagne. Maintenant, ça reste, et c'est un élément de différenciation, ça reste primordial dans certains pays, et notamment à nouveau les pays nordiques et les Pays-Bas. Une autre question aussi pour toi, je pense, Eddy. Comment on pourrait expliquer ce hiatus en France entre, d'un côté, les attentes fortes pour avoir un Parlement plus important, un rôle du Parlement plus important, et de l'autre, cette image très dégradée de l'Union européenne auprès des Français? Je pense que derrière cette apparence ambivalence, il y a la question de l'enjeu démocratique. Le niveau d'insatisfaction et le regard critique des Français à l'Europe, il faut, à mon sens, le lire comme un sentiment partagé par les Français que finalement leur voix ne compte pas, que leurs préoccupations ne sont pas prises en compte et que les décisions de l'Union européenne ne sont pas prises de manière démocratique, transparente. Et si on ajoute à ça la complexité du fonctionnement européen, on a finalement eu un combo qui est compliqué pour les Français. Alors que ils ont quand même bien conscience, les Français, même s'ils ne comprennent pas forcément la manière exacte et précise dont fonctionne l'Europe, que la seule institution pour laquelle ils votent au niveau européen, c'est le Parlement européen. Donc cette ambivalence-là, pardon, elle est pour moi le signe d'une volonté d'ouverture démocratique et d'une volonté d'affirmation du rôle du Parlement européen, car, encore une fois, c'est la seule institution européenne qui est élue au suffrage universel direct. Donc c'est pour moi vraiment le signe d'une attente très forte en matière de démocratie et de fonctionnement démocratique plus ouvert et transparent. Merci Eddy. Alors j'ai une autre question, cette fois qui serait plutôt pour toi, Nicolas. Une question intéressante sur le Spitzenkandidat. Quel bilan peut-on tirer de la tentative de personnaliser l'enjeu de la présidence de la Commission européenne via le système de Spitzenkandidat? Oui, non, c'est une question très intéressante. Euh, on voit que en 2014, il y avait eu un impact hein, de cette personnalisation. On voit aussi qu'en 2019, il y avait eu des débats et des candidats assez visibles, mais néanmoins, à la suite des élections européennes de 2019, on se souvient que le candidat, le Spitzenkandidat du Parti populaire européen n'avait pas été choisi pour présider la Commission européenne. Donc cette initiative a été un peu tuée dans l'œuf par les chefs d'État. Et donc on peut en dresser un bilan mitigé parce que d'un côté, ça a peu joué dans la campagne,
Mais d'un autre côté, jamais l'exécutif et les personnalités européennes ont été plus visibles. Donc l'initiative en soi, euh, a eu un bilan mitigé, euh, mais on observe tout de même une plus forte visibilité des personnalités de l'exécutif européen dans les États membres. Merci, Nico. Nous arrivons au terme du temps qu'on avait dédié à ce webinaire. Je vous remercie tous pour votre attention. Comme je l'ai indiqué au début de cette session, l'enregistrement vous sera envoyé dans le cas où vous n'avez pas pu assister à l'ensemble des échanges. Nous nous tenons, Nicolas, Eddy et moi-même, à votre disposition pour répondre à d'autres questions que vous pourriez vous poser à l'issue de cette présentation. Merci beaucoup et peut-être à bientôt. Merci, au revoir.